Bonjour, bienvenue sur Radio Sport. Nous sommes au cœur du salon Destination Nature. Nous sommes porte de Versailles. Nous sommes le 12 mars. Donc moi je suis Jérôme Sorel et j'interviens en guest parce que Radio Sport c'est des potes. Parce qu'il y a un sujet qui fait du lien entre le Radio Sport et ce salon Destination Nature qui s'appelle le vélo. Un sujet que je connais un peu, que j'observe, raconte, commente, analyse depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Le vélo, vous croyez savoir ce que c'est? Un cadre, une paire de roues, des pédales, une transmission, une selle, parfois des freins, parfois pas. Et ça, c'est pour l'objet. Mais un objet qui permet de se déplacer, de partir, d'atteindre une destination. Parfois, cette destination, c'est la nature. Parfois, la nature n'est pas une destination, mais juste l'environnement dans lequel on est et dans lequel on pédale. Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, avec le vélo. Une promesse d'un moment dehors. Et si on se dit qu'il suffit d'être à l'air libre pour être dans la nature, alors le vélo est par essence un objet de connexion à la nature. Comme une paire de chaussures finalement, mais pour aller un peu plus loin et un peu plus vite. Mais pas trop vite aussi, aussi loin que vous pouvez et aussi loin que vous le pouvez. L'une des promesses de ce salon est bien de proposer un tourisme différent, plus respectueux, plus naturel, plus lent, plus proche. Ça ressemble terriblement au vélo finalement. Et évidemment, le vélo est un levier important, un levier ou un objectif ou un moyen. En tout cas, pendant ces émissions, on va explorer ensemble avec différents experts justement la place du vélo dans cet écosystème et dans nos vies. Et aujourd'hui, au micro, Florence Gall, qui est directrice générale ou déléguée générale de la filière France Vélo. Je crois que c'est comme ça, ton titre exactement. C'est ça, oui. Et on se tutoie si ça te va. Ou... On se tutoie dans la vie, oui, on va se tutoyer au micro. On micro. va pas faire semblant, exactement. Donc, Florence Gall, tu es déléguée générale de la filière France Vélo. Est-ce que, pour commencer déjà, tu peux nous dire ce que c'est qu'exactement cette filière? Alors, la filière vélo, qu'on appelle France Vélo, c'est la réunion, la fédération de l'ensemble des acteurs économiques du vélo en France. Donc, on a 16 membres, c'est que des structures, organisations assez larges, comme la FUB, le réseau Vélo-Marche. FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, ouais. Tout à fait, donc plutôt du côté des associations de citoyens. Ouais. On a également les collectivités engagées dans le cadre du réseau Vélo et Marche. On a les entrepreneurs, les entreprises du sport et du cycle au sein de l'UESC. On a France Vélo Tourisme qui est justement plus sur la promotion du tourisme à vélo en France. Et puis on a tout plein d'autres structures qui sont tous des acteurs de l'économie du vélo, comme les artisans du cycle, les boîtes à vélo, la FAV, la Fédération des acteurs du vélo en entreprise et également l'association des acteurs du vélo public, oui, voilà, la AVP, bien connue. Et puis on a les fédérations sportives, dans la Fédération France Vélo, donc FFC, FFV ou FF Vélo, voilà. Et puis on a également les clusters. Et par exemple, est-ce que vous avez des fédérations comme la Fédération française de triathlon ou pas du tout? Alors pas encore, mais c'est une possibilité qui reste ouverte. On a également ESS France, parce que le monde de l'ESS considère que le sujet du vélo, donc c'est tout ce qui est les entreprises solidaires et sociales. Ouais. Et donc là, vous faites partie, en fait, et est-ce que ces participations sont dans les deux sens? C'est-à-dire que l'ESS est membre de la filière et est-ce que la filière est membre de l'ESS? Alors non, on n'est pas membre de l'ESS, mais en fait la partie ESS au sein de la filière est quand même assez fortement représentée par les ateliers de réparation, d'autoréparation, par tout ce qui est bourse, par tout ce qui est... donc enfin il y a plein d'activités de réemploi qui sont faites essentiellement dans le monde associatif, qui sont très importants pour l'économie du vélo. Est-ce qu'on peut dire que la filière France Vélo que tu portes, c'est une sorte d'entonnoir où toutes les parties prenantes du vélo viennent vers vous et vous ensuite vous reventilez auprès notamment des politiques? Ouais, moi je me présente parfois comme le lobbyiste en chef de l'économie du vélo. Ouais. L'économie du vélo au sens très très large, donc c'est pas seulement l'industrie, la production de vélos, c'est également la réparation, la distribution, tout ce qui est transport à vélo, de la cyclo-logistique, les vélos postaux. Donc vous êtes une sorte de fusible entre les pouvoirs publics et les différents acteurs? De courroie de transmission plutôt qu'une fusible. Tu vois. Je me vois plus dans la chaîne et la transmission, ça me va. Que dans le côté électrique, là, tu vois. Ouais. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de porter des projets avec l'État. Et ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a aussi les segments du sport, du tourisme, du loisir, les aménagements cyclables et des services dans leur grande diversité qui sont représentés au sein de la filière. Ça fait quand même... en fait, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Ouais. Et ça fait pas mal de monde aussi. Oui, parce que le vélo est finalement très transversal dans la société. Là, aujourd'hui, on est à Destination Nature. On va parler de tourisme. Le vélo est un objet de randonnée, de tourisme et même essentiel. Tout à fait. Donc, il y a cette dimension, à côté de la dimension mobilité du quotidien, à côté de la dimension sportive où la France excelle, il faut bien le dire et le redire, il y a cette dimension loisir, tourisme, qui est un levier
très en croissance par rapport à d'autres leviers du monde du vélo. On a des enjeux forts sur le tourisme à vélo. On sait qu'il y a des croissances en termes de fréquentation des véloroutes. C'est un secteur qui se porte plutôt bien. Et qui s'exporte plutôt bien aussi. Et qui s'exporte parce qu'en fait, on a du monde qui vient de l'étranger. Ce matin encore, on me disait que 20% des loueurs sur certaines plateformes viennent de l'étranger. Donc des gens qui viennent louer des vélos pour faire du tourisme, des activités de loisirs et autres. 20% de ces gens qui louent des vélos viennent de l'étranger. Donc oui, c'est un sujet sur lequel où il y a une vraie valorisation internationale nécessaire. Est-ce que tu dirais, Florence, là, quand on regarde, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire le tour de ce salon Destination Nature, mais en tout cas, on se rend compte que le vélo, il est partout. Il y a de la randonnée, il y a du gravel, il y a du voyage. Est-ce que pour toi, le vélo est un outil, ou est devenu, ou est encore, ou pourrait devenir un outil majeur du tourisme nature ? Je pense qu'on n'a pas encore exploré toutes les facettes, toutes les possibilités qu'offre le vélo en termes de développement de tourisme nature. Il y a notamment des enjeux en termes de toucher de nouveaux publics, toujours élargir les publics. À ce jour, on a quand même un tourisme très familial, et parfois assez senior, ce qui est très bien. C'est génial de voir de plus en plus de seniors se déplacer à vélo, voyager à vélo. Mais moi, ce qui me ravit également, c'est de voir, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans les échanges auxquels on a accès, qu'il y a de plus en plus également de jeunes, avec le principe des micro-aventures, les madjaks, les bivouacs, je ne sais pas si vous connaissez, qui développent vraiment justement ce nouveau type de public, et c'est majeur, c'est hyper positif. Et puis les femmes aussi. Oui, alors on va en parler juste après justement de la féminisation du vélo. Malgré tout quand même là, quand tu parles de madjak ou de bivouac j'allais dire les anciens ou des personnes âgées des troisième âge ou les retraités qui font du vélo, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dans l'organisation du vélo, du tourisme à vélo, de finalement créer du lien entre toutes ces différentes communautés ? Je pense qu'il y a tellement de manières de faire les choses que le lien, il va se passer par la qualité des accueils, tu vois, par la qualité des offres, par le fait qu'il y a des nœuds où tu te retrouves parce que tu as une très grande qualité de tourisme à vélo. Ça veut dire que tu as des endroits où il y a des hébergements, de la sécurisation, des services, des événements autour du tourisme à vélo, de la destination nature. Et on voit émerger en France quand même plein de destinations qui s'engagent vraiment dans la qualité du tourisme à vélo, dans toutes ses dimensions, donc itinérance, loisirs, famille et autres, mais également tourisme sportif, parce qu'il n'y a rien à faire, on est le pays du Tour de France. C'est aussi sur ce sujet-là. Au-delà de rien à faire, c'est un vrai asset. C'est une énorme chance. Enfin voilà, il y a énormément de gens qui rêvent de faire du vélo en France, parce qu'on est le pays du Tour de France, et que ces images de cols, de paysages et tout, cette diversité, cette chance qu'on a en France, on est quand même unique à l'avoir, quoi. J'ai quand même un souvenir, je me souviens de Clément Beaune à l'époque, il était ministre des Transports et il avait eu des mots, je trouve, assez justes en disant qu'on avait une bénédiction en France qui était ce Tour de France, mais que c'était aussi un peu une sorte de malédiction parce que ça donnait une image très sport, très souffrance, aussi le dopage, et que finalement ce Tour de France c'était pas si facile à travailler que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est sorti de cette idée de dopage quand même sur le tourisme et sur Après, je pense que notamment le Tour au féminin apporte aussi une autre manière de voir les choses. Je pense que ça s'élargit, ça touche aussi. Ça fait partie de cette ouverture qu'on a maintenant autour du Tour de France. L'ASO est très impliqué aussi pour valoriser la mobilité du quotidien, le vélo, avec les moniteurs cyclistes français dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui travaillent énormément, qui font partie de notre écosystème, mais qui font également énormément de choses sur les étapes du Tour et autres. Donc non, moi je pense que on a quand même un regain d'intérêt pour le vélo de loisirs, sportif, d'itinéraire. Et puis moi, j'ai pas envie de parler de dopage, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on essaye mais d'en sortir entre ne pas avoir envie d'en parler, il y a, à mon sens, il y a ne pas avoir envie d'en parler, se voiler la face ou pas. Et bon, quand je parle de ça, je n'ai pas non plus envie d'insister dessus. On est tous des grands et des grandes filles et on n'a pas besoin forcément de se doper.
ni pour monter le Ventoux, ni pour faire la Loire à vélo, par exemple. Tu évoques deux choses qui m'intéressent et ça nous permettra d'amener sur la féminisation notamment du vélo. Tu parles de ASO qui porte beaucoup aussi la mobilité au quotidien. Est-ce que la mobilité à vélo au quotidien, ce serait pas aussi une façon finalement de raconter du tourisme à vélo ? Ah ben si, totalement. En fait, c'est un sujet sur lequel on essaye de beaucoup travailler, sur faire passer ce message. Quand une ville commence à se travailler sur le vélo, souvent ils commencent à penser tourisme. Oui. Dans un territoire, tu vois, tu commences à faire des véloroutes, à penser loisirs, à faire en sorte d'avoir des itinéraires, des gens, pour faire venir du monde et tout cela. Et qu'on se constate partout, c'est que ces infrastructures faites pour le loisir, elles servent au quotidien. Ouais. Donc il y a une perméabilité totale entre ces différents secteurs. J'étais dans le coin du Luberon ou ailleurs ces derniers temps. En fait, on voit que ces véloroutes, elles sont utilisées au quotidien et puis elles sont aussi utilisées aussi par les collégiens, les lycéens, par les retraités, par toutes les personnes qui n'ont pas accès à une voiture, parce qu'il faut quand même le dire qu'il y a un tiers de la population qui n'a pas accès à une voiture pour plein de raisons différentes, une histoire d'âge, une histoire de santé, de permis, de moyens financiers et tout cela. Donc voilà. Donc ouais, non, je pense que on sait très bien que tous les aménagements, par exemple de la Loire à vélo, servent aux gens qui font du vélo taf, quoi, tu vois, et qui vont au vélo tous les jours. Donc ouais, il y a cette perméabilité qui est très positive. Et qu'il faut exploiter. Totalement. Pareil, tu parles, et là on va parler un peu de féminisation du vélo. Tu évoquais le Tour de France féminin, et là notamment, c'est de l'année dernière, enfin en 2025, il y a Pauline Ferrand-Prévot qui gagne. Est-ce que tu as la sensation que le fait que ce soit une femme française qui gagne, ça crée un peu tout ce qu'on a envie de raconter, ça crée un exemple pour ces petites filles qui se projettent enfin sur une sportive qui gagne des Tours de France. Moi, je pense qu'en termes de rôle modèle, Pauline, elle fait rêver énormément de filles, quoi. Et pas que des petites filles sportives qui vont faire du vélo, quoi. Alors, il faudrait peut-être que je pose la question à la Fédération française de cyclisme, mais est-ce qu'on constate une plus grande féminisation dans les clubs ? Écoute, j'ai pas les chiffres récents, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il commence à y avoir plus de filles qui pratiquent en club sur la suite, et surtout la FFC, qui est donc la Fédération olympique, fait énormément de choses pour accompagner les femmes à tous les niveaux. Ils ont monté un club des 300 pour monter en compétences un certain nombre de personnalités féminines identifiées dans les clubs. Ils ont des ambassadrices. Et c'est pas que du sportif haut niveau, taillé comme Pauline. Il y a aussi plein d'autres manières de faire du vélo sportif en se faisant plaisir. Et en prenant soin de sa santé, de son corps. Et puis de s'émanciper aussi, probablement. Et d'ailleurs, là, sur le sujet du vélo féminin, la féminisation du vélo, on est encore un peu en retard par rapport à des pays comme les Pays-Bas ou comme le Danemark. Ouais, au Danemark, il y a plus de 50% de femmes sur les vélos. Donc, quand vous regardez une population de cyclistes, au Danemark, je crois qu'ils sont à 52%. En France, les dernières statistiques, c'est 35%. Avec des écarts très forts, si vous regardez, c'est assez flagrant à Lyon par exemple, sur tout ce qui est itinéraire longue distance. Ouais. Donc les schémas structurants où on va vite et on va loin, beaucoup plus d'hommes. Les femmes sont plus en proximité avec des différentes étapes dans la journée et tout cela. Donc des trajets chaînés. Il y a aussi un nombre de kilomètres, voilà. Il y a un nombre de kilomètres qui n'est pas le même réalisé par jour entre les hommes et les femmes. Donc 35% de la population des cyclistes est féminine à ce jour, c'est le chiffre qui sort encore globalement de toutes les études et toutes les observations terrain. Comment on peut travailler ça, de plus féminiser la pratique du vélo et aussi les métiers du vélo, parce que c'est deux enjeux qui vont de pair. Voilà, déjà donc pour nous, comme on se positionne plutôt du côté de l'économie du vélo, on est persuadé que pour qu'il y ait plus de femmes sur des vélos, il faut qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans le vélo, notamment entre autres pour conseiller au mieux les femmes quand elles viennent en magasin choisir un vélo ou pour résoudre un problème qu'elles peuvent rencontrer dans leur pratique cycliste. Il y a des enjeux sur les selles, il y a des enjeux sur les freins, il y a des enjeux sur les équipements, sur tout ce qui est textile. Quand vous dites par exemple des enjeux sur les freins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écart entre la poignée et le frein est trop grand et il n'est pas pensé pour des petites mains de femmes, entre guillemets ? Il suffit de regarder nos deux mains, tu vois. Tu vois, moi je fais du 6, toi tu dois faire du 8 ou du 9, quoi. 10.
du 10, voilà. Donc là, c'est clair. Mais Non, mais c'est pour ça que... c'est un vrai problème qui est remonté par les femmes. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à freiner parce que l'écart est trop large sur les freins. Et donc, on a des tensions sur certaines pratiques et tout. Et sinon, la taille moyenne des Français, c'est 1m62. Vas-y, trouve un vélo en XS qui soit de bonne qualité. C'est XXS. C'est hyper compliqué. Donc, il n'y a peut-être pas le marché. Pendant longtemps, il n'y avait pas le marché. Mais en même temps, s'il n'y a pas de vélo adapté, il n'y a pas de pratique. Donc, tout ça, ça va ensemble. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux. Comment est-ce qu'on rentre dans un cercle vertueux, justement ? Aujourd'hui, est-ce qu'avec vos actions, vous arrivez à féminiser un peu plus les métiers du vélo ? On a commencé par se compter. Parce que pour compter, il faut se compter d'abord. Donc, on n'avait aucune idée de la féminisation, enfin, d'un taux de femmes dans les métiers du vélo. On a sorti le chiffre, on est à 18%, ce qui nous met en dessous de l'automobile et un tout petit peu au-dessus du bâtiment. Ce qui est un peu affligeant entre nous. Oui, c'est assez affligeant, c'est pas très... mais au moins on sait d'où on part. On s'est fixé comme objectif d'atteindre 30% en 2035. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que parce que vous avez un programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices que vous venez de lancer. On a lancé un programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices parce qu'on a fait une étude d'abord. On a commencé par faire une étude d'état des lieux avec un certain nombre de préconisations qui te donnent une liste énorme de choses que tu peux faire pour bouger. Déjà, le premier point, c'est que tout le monde peut faire quelque chose dans son entreprise pour changer, tu vois, le mindset, lutter contre les stéréotypes, faire passer le message que les femmes, elles ont leur place partout, même dans des métiers qui sont techniques. Elles sont pas qu'au décor et au rayonnage, elles peuvent être également à plein d'autres postes et elles font super bien le travail la plupart dans les retours que j'ai en tout cas. Deuxième point, c'est que c'est un sujet qui concerne aussi les hommes. On a vraiment besoin que les hommes soient des alliés. D'ailleurs, vos ambassadrices et votre programme Ambassade pour l'égalité, c'est pas que des ambassadrices. On a vraiment souhaité avoir 2 hommes et 8 femmes, et on est content d'avoir 2 hommes parce qu'on pense vraiment que parfois c'est bien aussi que des hommes s'engagent pour cette féminisation, que c'est bon pour l'ensemble de l'économie, qu'il y a plein de gens qui en ont bien conscience. On sait que les entreprises plus féminisées, les organisations plus féminisées sont plus impactantes, plus efficaces. En tout cas, jouer la carte de la mixité, c'est une super bonne carte. Vous sentez aujourd'hui, sans citer de nom, mais des entreprises ou des acteurs qui sont réticents à une féminisation des métiers du vélo ? Alors en fait, non, c'est tout le contraire. L'étude, elle prouve également que 100% des entreprises et organisations qui ont répondu, qui sont impliquées dans l'étude, ont dit mais nous, on veut changer. On a conscience des enjeux, mais c'est pas forcément évident de savoir comment faire. Et il y a plein de choses à faire. Déjà, travailler sur les visuels, à faire en sorte qu'on ait des femmes qui sont dans des positions actives, également juste en train de pousser leur vélo, dans les visuels de la communication, dans la manière de rédiger les offres d'emploi, d'aller chercher d'autres publics, d'aller chercher les femmes là où elles sont. Oui. Et aussi leur montrer qu'elles peuvent postuler, elles sont légitimes sur ces postes-là. Parce qu'il y a aussi ça un peu, non ? J'imagine une sorte de... Est-ce qu'elles se mettent pas une sorte de plafond de... Oh non, ce métier, c'est pas pour moi. Typiquement, on va parler d'un exemple de la mécanique. Il faut avoir des rôles modèles et il y a plein de boîtes qui le font. Gaïa Bike, c'est la seule CEO, Amélie Guichenet, féminine du monde du vélo. Mais Gaïa, là, sur le 8 mars, elle a sorti une vidéo qui montre tous les profils féminins qu'elle a dans son équipe, y compris chef d'atelier réparation. Yana Cyclable l'avait fait il y a quelques années. Des boîtes comme Decathlon sont hyper impliquées sur le sujet également. La manufacture française du cycle, Moustache, globalement partout, on trouve des bonnes pratiques, des bonnes volontés. Même du côté des artisans, de tous les côtés. Il y a vraiment ce souhait de les mettre en valeur pour pouvoir aussi donner avis à d'autres personnes venir travailler dans ce secteur-là. Est-ce qu'on peut imaginer demain, au sein de la filière, un label, comme il existe le label employeur pro-vélo, un label employeur pro-parité ou pro-femme sur des vélos Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables et est-ce que c'est pertinent ou finalement c'est encore un peu tôt ? Quelle est votre position là-dessus au sein de la filière ? La mixité et l'égalité, c'est déjà c'est pas un truc à labelliser, c'est la loi. C'est la base. Donc on va peut-être pas juste labelliser quand on applique la loi, tu vois. Donc non, on n'est pas dans une logique de labellisation. Par contre, dans un de nos labels, dont on va certainement parler ensemble, qui s'appelle le Cycle Score, qui permet d'identifier les vélos qui sont faits de manière durable et responsable. Dans la conception de ce label, il y a 10% de la note qui est liée à l'égalité et au respect donc à la féminisation, la place de l'égalité au sein des entreprises qui fabriquent et assemblent des vélos. D'accord. 10% de la note. 10% de la note, c'est sur l'égalité.
Si on se projette sur aller dans 10 ans, à quoi ressemblerait une filière vélo vraiment paritaire? Alors si tu me réponds 50% de femmes et 50% d'hommes, on est d'accord, mais est-ce que, alors je vais poser la question autrement, est-ce qu'il y a des endroits où tu as la sensation que c'est plus, ou des métiers où tu as la sensation que c'est plus facile, ou des pratiques où tu as la sensation que c'est plus facile d'augmenter la part des femmes? C'est pas évident. Moi, il y a des endroits où je peux te dire, il y a vraiment besoin qu'on arrive à en attirer. C'est surtout ce qui est conception. Oui. Conception, design, vélo. Là, pour le coup, j'en connais presque pas. Ouais. Alors que dans la voiture, tu vois, il y en a. Ouais. Et je pense que là, ça serait vraiment pas mal qu'on arrive à avoir du monde en conception. Il y a d'autres secteurs où, pour le coup, c'est déjà très féminisé. Et c'est bien sur l'aménagement cyclable. Ouais. Donc les personnes les urbanistes et les personnes en responsabilité dans les collectivités locales, il y a beaucoup de madame vélo à l'échelle des locales ou nationales, surtout ce qui est politique publique. Là, on a pas mal de femmes et c'est déjà très positif. Et puis il y a un autre secteur où il y a beaucoup de femmes déjà, c'est l'organisation du tourisme à vélo. Ouais. Destination nature. Mais justement, ça c'est quelque chose où tout à l'heure ce que tu me disais, on a commencé par se compter pour pouvoir savoir où on va. Aujourd'hui, tu disais 18%. Est-ce que justement après vous avez fait un travail pour évaluer en fonction des secteurs, en fonction des métiers et en fonction justement des différents acteurs pour après pouvoir piloter de manière un peu plus fine? Non, nous, on n'a pas pu aller aussi finement dans le détail. Notre engagement, c'est de recompter dans 2 ans. Ouais. Pour savoir comment ça a évolué. On va compter tous les 2 ans. Et pour savoir si on a réussi à avancer dans certains secteurs ou pas. Et on pense que ça sera assez... qu'il y aura des changements significatifs. Ça va bouger. Je pense vraiment que ça va bouger parce qu'il y a une très forte appétence sur le sujet. T'as l'impression que c'est juste une attente de déclic? Tu vois, il y a des secteurs où forcément ça va bouger. Tu vois, sur les sportifs. C'est sûr, là, avant on n'avait pas d'équipe professionnelle, quoi, pratiquement. Donc là, il y a des femmes qui vont arriver en tant que professionnelles sportives. Il y a d'autres secteurs où elles vont prendre toute leur place. Mais ouais, non, je suis pas, j'ai pas de baguette magique. Non, mais bien sûr, mais très bien. Si on parle d'économie du vélo, la filière vélo, juste quand même pour avoir un peu une idée, c'est combien d'emplois aujourd'hui en France? On parle en équivalent temps plein et on dit 64 000. D'accord. 64 000, alors pour dire dans les grosses mailles, mais je ne sais pas forcément. Donc c'est autour de 4 000 dans la production de vélos. Ouais. Les composants, c'est autour de 14 000, 16 000, 15 000, on va dire, sur tout ce qui est distribution, réparation, autour de 10 000 dans les aménagements cyclables. Voilà, sur le sport, tourisme, loisirs, en fait, on n'a pas énormément de sportifs encore. Donc là, c'est plutôt autour de 4 000. Et puis, il y a un gros lot autour du transport à vélo. La logistique. Il y a 20 000, logistique, 20 000. Et là, c'est très masculin. Ouais. Ok. Tu m'as dit juste avant, et je pense que c'est intéressant d'en parler, le cycloscore, l'indice France Vélo. Alors, c'est 2 choses qui sont différentes, mais c'est des choses qui ont été lancées il y a finalement relativement peu de temps. Ouais. Est-ce que, pour les auditeurs de Radio Sport, tu peux rappeler déjà ce que c'est que le cycloscore? Alors, le cycloscore, c'est un indice qui, c'est comme ce que vous avez sur votre frigo ou le Nutri-Score. Donc, ça va de A à E. Et vous avez 2 barrettes, une barrette sur la responsabilité environnementale, le critère environnemental, et une autre sur le critère sociétal. Donc vous avez une note plus ou moins verte qui prend en compte comment le vélo a été conçu, a été assemblé. Donc un peu sa durabilité, et puis également comment l'entreprise est engagée au niveau RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est la première fois qu'on a un label comme ça sur le vélo. Dans le monde ? Je crois. Ouais. Je crois vraiment que française. c'est une initiative française, et c'est une initiative qui est assez intéressante et assez saluée, ouais. Et aujourd'hui, quels sont les premiers bilans qu'on peut faire là-dessus ? Alors c'est un label volontaire, Oui. donc on n'a que des A et des B, voilà. Oui. Mais les marques les plus vertueuses viennent se faire cycloscorer parce que c'est assez reconnu par les pouvoirs publics, dans leurs appels d'offres notamment. Ils veulent avoir des vélos qui sont faits de manière durable et responsable. Ce qui fait que maintenant on a des marques étrangères aussi qui commencent à souhaiter l'avoir, à se positionner sur le cycloscore. Donc on est ravis de ça. Et puis notre enjeu, c'est
c'est de montrer tous les vélos qui sont cycloscorés au grand public aussi, parce que c'est pas que le signal prix dans le choix. Le critère d'achat maintenant pour un certain nombre de consommateurs, c'est pas lié qu'au signal prix, au niveau. Voilà. C'est pas que c'est pas aussi l'unique curseur. savoir que ça a été qu'il y a un engagement derrière. Je pense que c'est vraiment de plus en plus intéressant pour. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, les entreprises qui viennent se faire cycloscorer, elles viennent surtout au départ pour pouvoir répondre aux appels d'offres publics. Ben ça c'est un des sujets. C'est plus un engagement global, mais ça c'est le bonus en fait. Voilà. C'est sûr. C'est sûr que pour certains c'est assez positif. Mais ça me semble assez logique que l'étape suivante ce soit d'intéresser le grand public et monsieur ou madame qui a envie de s'acheter un vélo et qui se dit tiens, quitte à acheter un vélo. On communique déjà énormément là-dessus. Je vais pas faire de la promotion de marques, mais vous pouvez regarder la liste. Maintenant on a 17-18 marques cycloscorées. Ça fait une centaine de modèles de vélos, ce qui est pas du tout ridicule. Enfin, on a les plus gros, français en tout cas, qui ont fait la démarche. Mais justement, alors c'est une question, les plus gros qui ont fait la démarche, mais les petits, est-ce que, puisque c'est du déclaratif, est-ce que les petits, ils ont le temps, l'énergie, le savoir pour se cycloscorer ? Alors ça a été fait avec des professionnels, tu vois. Et donc on a fait vraiment un dispositif qui soit vraiment adapté aux capacités des petits aussi, notamment financièrement. C'est vraiment pas cher pour les artisans. Et on a sur les 17-18, on est à moitié, c'est des artisans. Donc non, ça a vraiment été pensé avec plein de... c'est allégé pour les artisans et pour les petits, tout petits entreprises qui lancent des marques de vélos, qui s'engagent et autres. Et donc on a une grande diversité. Alors la question suivante, sans citer de nom, il m'arrive moi d'interviewer des industriels ou en tout cas des producteurs de vélos qui ne connaissent pas ce sujet-là, qui ne connaissent pas le cycloscore. Comment est-ce qu'on peut créer du lien avec ces gens-là ? J'essaye de faire mon boulot correctement. Oui, non, mais et de toute façon, c'est un label qui est porté par l'Union des entreprises du sport et du cycle, donc a priori, ils sont tous à peu près adhérents à l'UESC. Il faut qu'on continue notamment à toucher le grand public, parce qu'il faut que le grand public soit demandeur pour faire en sorte que aussi après les entreprises... Et je suis pas en train de dire que tu fais pas ton boulot, mais après il y a forcément des limites aussi de temps, d'énergie et de moyens tout simplement. Tu vois, c'est déjà assez chronophage, mais c'est passionnant parce que c'est quand même assez génial de voir à quel point les entreprises s'engagent aujourd'hui, ont vraiment une conception globale de leur approche du vélo. Et ils s'approprient les outils que vous mettez à disposition. Tout à fait. L'indice France Vélo, ça c'est quoi pour avoir... L'indice France Vélo, c'est le pendant. Enfin, il faut avoir le cycloscore pour pouvoir prétendre à l'indice France Vélo. L'indice France Vélo, c'est le suivant. On peut pas... C'est la cerise sur le gâteau. Déjà, il faut être français et prouver que ta conception et ton assemblage est en France. Principe de base. On va quand même pas labelliser des vélos indice France Vélo si les deux étapes que représente l'assemblage et la conception ne sont pas en France. Après, c'est un score sur 5 où tu as 5 étapes que tu dois valider si tu veux avoir un score de maximal de 5 sur 5, ce qui est très compliqué. Parce la qu'il y a plupart ont notamment un score de 3 sur 5 ou de 4 sur 5. Parce qu'il y a notamment tous les enjeux des composants qui ne viennent pas de France et qui sont pas produits en France. Et donc aujourd'hui, pour avoir un vélo qui soit noté 5 sur 5 sur ce label France Vélo, il faudrait que les composants, les dérailleurs, la chaîne viennent de France ? Alors non, parce que ça va être vraiment compliqué, parce qu'on ne produit pas encore de chaîne en France. On produit presque plus de freins. Enfin bon, bref, il y a quand même beaucoup de composants du vélo qui ne sont plus produits en France. Ce qu'on souhaite. Donc il y a 5 étapes, je le disais. Pour avoir 5 sur 5, il faut que plus que de 40% de la valeur des composants du vélo soit produit en France. Autrement dit, ce niveau de 40%, il est atteignable sur un vélo musculaire si tu fais un cadre en France. Mais même un artisan du vélo français, tu vois, même s'il est jusqu'au boutiste, il aura potentiellement des produits non français, voire non européens sur son vélo. Ça se retrouve plus ailleurs, quoi. Donc voilà. Et sur un vélo électrique ? Sur un vélo électrique, il y a l'enjeu de la batterie en plus. Donc pareil, batterie et moteur. Donc c'est pour ça que le 40% permet, si tu as ton moteur qui est français, tu peux espérer avoir... en France, parce qu'il y a des fabricants aujourd'hui qui assemblent bien en France. sûr, il y a plein de marques de moteurs français et ça se développe énormément. Donc effectivement, j'ai des vélos qui sont à 5 sur 5. Parce qu'ils ont un moteur, voire une batterie française.
Donc ça, c'est également c'est pour ça que le 40% il a été choisi comme ça. Il est aussi choisi parce que c'est Origine France Garantie qui a mis ce palier de 40%. D'accord. Donc si tu es Origine France Garantie, tu as l'indice 5 sur 5. Oui, ok. Il y a un autre point qui est important que vous travaillez, alors on est toujours sur Radio Sport, un point qui est important que vous travaillez, c'est le leasing, de porter le leasing au sein des entreprises et notamment la fiscalité autour de ce sujet-là. Parce que vous avez identifié que en tout cas, quand on regarde à l'étranger, en Allemagne, 2 millions de vélos sont vendus via les entreprises, donc les entreprises qui les financent pour les salariés. En France, les derniers chiffres qu'on a, on attend les chiffres de 2025, mais en tout cas les derniers chiffres de 2024 annonçaient à peu près 20 000 vélos, tout à fait. Dont 6 000 qui partaient au Crédit Agricole, ça fait que 14 000 vélos. Vous avez identifié ce sujet-là comme étant un sujet à porter auprès des pouvoirs publics ? Oui, la filière considère que là, il y a une marge de croissance forte par rapport à la pratique du vélo et par rapport à l'équipement des ménages, c'est de passer par le leasing vélo. Le leasing vélo, ça permet de rendre accessible financièrement des vélos de bonne qualité qui permettent de faire le vélo taf. Vélo taf. Parce que quand on ne fait pas avec un vélo bas de gamme, du vélo taf, et on a besoin d'arriver à l'heure, on a besoin d'être bien équipé. Et puis que ce soit fiable. Et que ce soit fiable. Et confortable et agréable. Voilà. Donc le leasing est une vraie belle réponse à ce sujet-là, identifié par l'ensemble des acteurs de la filière, sachant qu'en plus, ça permet d'alimenter la filière du reconditionnement, qui permet d'alimenter une marché de seconde main de bonne qualité. Et d'aller sur les ESS aussi, notamment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, enjeu du leasing vélo. À ce jour, pour que le leasing vélo fonctionne aussi bien qu'en Allemagne ou qu'en Belgique, il y a un changement au niveau de la fiscalité du leasing vélo qui s'appelle la modalité de la conversion salariale. Je peux vous en parler longuement, mais c'est très technique. Donc on essaye de faire valider au niveau du gouvernement et au niveau des pouvoirs publics. C'est quoi ? C'est le ministère du Travail qui doit gérer ça ou Bercy ? Oui, c'est l'éolien avec l'URSSAF et le financement de la sécurité sociale. Donc oui, voilà, c'est passionnant. Et donc on essaye de faire. Mais en fait, voilà, on fait vraiment un travail de lobbying pour montrer que si on veut vraiment développer le vélo taf et toucher plus de monde dans ce cadre-là, il faut qu'on ait ce dispositif de conversion salariale qui permet de rendre le vélo encore moins coûteux pour l'employé qui en bénéficie, qui n'a pas de fort impact pour l'entreprise qui le met en place. Et même pourquoi pas un encouragement fiscal pour l'entreprise ? Alors, il y a déjà des encouragements fiscaux, mais là, voilà. En tout cas, déjà, si on arrive à ça, si tu veux, si on a la conversion salariale, ça serait un super signal et ça permettrait vraiment de changer de braquet sur le leasing vélo en France et de permettre à plein de gens de s'équiper correctement. Alors, la dernière question, c'est parce que cette tribune-là, on est le 12 mars quand on fait cette émission. Cette tribune, elle a été lancée le 8 ou le 9, ou le 9 mars, je crois. Le 10 mars même. On l'a mis en ligne. Voilà, mais où est-ce qu'on peut la trouver, cette sur tribune ? Sur le site de France Vélo, c'est assez relayé aussi sur LinkedIn. Mais sur France Vélo, on est assez content parce que, par exemple, il y a Decathlon qui a signé. On a sans faire trop de pub, pour l'instant, on a déjà plus de 60 entreprises qui ont signé. Et on va continuer à la faire tourner, notamment du côté des organisations. La FUB est signataire également. On a vraiment espoir que du coup, on montre qu'il y a un fort élan du côté des acteurs économiques pour faire bouger les choses. Et alors moi, j'ai quand même une petite question un peu personnelle. Vous avez appelé ça une tribune, pourquoi pas une pétition ? Parce plus tard, il y aura le volet pétition. Mais le volet pétition, c'est pour les particuliers. Ouais. Et donc, d'accord, donc on la mettra en ligne également. Ouais. Voilà. Mais là, on a besoin de tribunes avec des noms qui signent. Des gens qui s'engagent. Avec des entreprises qui s'engagent. Les entreprises, c'était important pour nous. Ouais. Merci beaucoup, Florence. Donc, c'était Florence Gall pour Radio Sport, qui était au Salon Destination Nature. Et Florence Gall est déléguée générale de la filière France Vélo. Et quand même, une petite dernière question. Là, vous parliez de Bercy aujourd'hui et vous travaillez avec quasiment tous les ministères, j'imagine. Ouais, on a de la chance d'avoir des super relais au niveau technique et au niveau des cabinets. Aussi bien au ministère des Transports, à Bercy, à plus d'un titre sur l'industrie et sur le tourisme. On a des gros projets avec eux en ce moment. On travaille avec le ministère de la Santé, ministère des Sports. Voilà, ministère de la Transition écologique. Et la transition écologique, un peu moins en ce moment, mais on est toujours partant pour porter des projets. Qu'aujourd'hui, Florence Gall, vous avez vos entrées au sein de tous les ministères pour aller porter un sujet vélo. Vous êtes la nouvelle Thierry Ducret ou pas ? Ah non, il y a une nouvelle Thierry Ducret qui s'appelle Suzanne Lecroard. Oui, qui travaillait déjà avec Thierry à l'époque. Qui était son adjointe. Ouais. Voilà, donc c'est Suzanne vraiment qui porte au niveau du ministère des Transports la plupart des sujets vélo et même mobilité active et partagée, donc à la tête d'un service.
Et on est en lien presque quotidien avec Suzanne. On a de la chance d'avoir quand même beaucoup de gens qui croient au vélo dans les services de l'État, comme dans les collectivités locales. Et comme au Salon Destination Nature. Merci beaucoup Florence. Merci à toi. Bon après-midi, au revoir.